Bonjour. Bonjour, nous voilà donc mercredi 1er février, premier jour du mois, pour ce nouveau live sur l'art-thérapie et les neurosciences. J'attends quelques petites minutes, donc n'hésitez pas à vous signaler dès que vous arrivez, à me faire un petit coucou, à mettre un hashtag replay si vous voyez cette vidéo en replay et à commenter directement si vous suivez le live en direct. Donc comme toujours, je suis heureuse d'être avec vous, de partager ces moments-là et d'avoir ces échanges toujours bénéfiques et gratifiants dans ce groupe. Donc voilà, je vais commencer. J'attends peut-être encore un peu, il n'y a personne de connecté pour l'instant. Voilà, donc l'art-thérapie et les neurosciences. Donc aujourd'hui, on va voir dans un premier temps donc, le fonctionnement du cerveau d'une manière globale et assez générale, puis les modalités sensorielles et l'art-thérapie et les neurosciences. Donc je vais commencer donc, par le fonctionnement du cerveau d'une façon globale, hein, comme je dis, ce n'est pas non plus un cours approfondi. Mais voilà, donc le cerveau contient des centaines de milliards de cellules nerveuses, appelées des neurones. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté, donc n'hésitez pas à vous signaler en arrivant. Comme je sais qu'il y a quelqu'un de connecté, mais je ne vois pas qui c'est, donc n'hésitez pas si c'est une nouvelle personne. Peut-être d'habitude c'est Karine qui est toujours la première à être là. Peut-être que c'est toi Karine, et si c'est quelqu'un d'autre, j'en suis toujours ravie de toute façon. Qui que ce soit, je suis ravie d'être avec vous et de vous accueillir pendant mes lives. Donc voilà, donc du coup je commençais à parler donc du premier point qui concerne donc le fonctionnement du cerveau. Donc le cerveau contient des centaines de milliards de cellules. Bonjour Mireille, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc le fonctionnement du cerveau. Donc le cerveau contient des centaines de milliards de cellules nerveuses qui sont appelées neurones, qui communiquent entre eux donc, par des signaux électriques ou terminaisons nerveuses appelées donc des synapses. Il y a un influx nerveux qui va se propager le long de l'axone jusqu'à la terminaison synaptique. Et plus la fréquence de l'influx nerveux sera important, et plus le neurone va produire des substances chimiques appelées des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Donc les neurotransmetteurs vont activer les neurones, et on va avoir donc des neurotransmetteurs qui vont être plutôt excitateurs comme le glutamate, ou d'autres qui sont inhibiteurs comme le GABA. Et on va avoir la dopamine qui va être essentielle, elle, au contrôle du mouvement. C'est celle qui va faire qu'on est en forme le matin. Et la sérotonine. Donc on va voir comment la production d'une pensée nous permet d'interagir et de prendre une décision. Que la façon dont la production d'une pensée, la façon dont elle se met en place, elle se crée, on va voir tout le chemin qu'elle parcourt pour arriver à être une pensée en fait. Donc on va voir voilà, du sens, on va partir du sens pour arriver jusqu'à la production de l'idée, de la pensée. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. On va avoir donc les modalités sensorielles, les concepts, les proto-pensées et la libération et enfin la conscience. Donc on va voir que toutes ces étapes jusqu'à la conscience, on va être dans une partie inconsciente. Donc c'est là où notre cerveau il va passer par vraiment toutes ces étapes qui font partie de l'inconscient. Donc dans un premier temps, il va y avoir les modalités sensorielles qui nous permettent donc de percevoir. Donc elles sont liées à nos 7 sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, donc ça c'est nos 5 sens principaux, mais on va avoir également l'orientation spatiale et la perception de soi-même. Donc ça va être notamment important pour les personnes âgées qui sont parfois désorientées et qui ont perdu ces 2 sens-là. Donc les modalités sensorielles, elles permettent également de percevoir des informations fournies par les capteurs sensoriels qui sont récupérés et synthétisés par une perception. Donc c'est nos sens, c'est ce qui va nous permettre de percevoir. Donc elles permettent de percevoir également les agents sensoriels qui sont la première source d'impression que nous avons du monde. Une donnée brute qui va être traitée et analysée par la suite. Donc vraiment, nos premiers sens, vraiment ce qu'on va percevoir, ressentir, c'est vraiment la première chose que notre cerveau va traiter. Donc pour ça, après, on va voir donc après les modalités sensorielles, on va voir les concepts. Donc les concepts qui regroupent les composants qui vont chercher dans les informations sensorielles
des choses qui se répètent, comme des liens, des habitudes, et ces informations, elles vont être transformées donc en concepts. C'est ce qu'on va appeler le concept. Après les concepts, on va voir les proto-pensées. Donc les proto-pensées sont donc les fameux concepts qui vont s'articuler ensemble sous forme de phrases, d'un langage qui n'est encore pas verbal, mais qui reste au niveau des idées. Donc là, on est encore dans l'inconscient, ça reste des idées. Et il se forme des millions de proto-pensées dans notre esprit à chaque instant. Donc après les modalités sensorielles, les concepts, les proto-pensées, nous allons avoir ce qu'on appelle la délibération. Donc les composants concernés ici vont s'intéresser aux proto-pensées qui sont à l'origine d'actions et de buts et qui ont un usage du coup pratique. On n'est plus dans la pensée mais plus dans le côté pratique. Et ensuite vient la conscience. Donc le dernier point, donc tous les éléments que je viens de citer font partie donc de l'inconscient. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui se passe dans notre cerveau, mais dont on n'est pas conscient avant d'arriver vraiment là à la conscience. Donc la conscience, c'est seulement maintenant donc on arrive à ce premier niveau de conscient, de tout ce processus du sens à la production de l'idée. Les niveaux précédents étant des opérations inconscientes, donc c'est ce que je viens de dire. Donc la conscience évalue l'intérêt des pensées par rapport au but, et c'est la pensée la plus utile qui va devenir consciente. Il y a un tri qui se fait dans les milliards de pensées qu'on peut avoir, et seulement celles qui sont considérées comme étant les plus utiles par notre cerveau vont arriver à notre conscience. Donc vous imaginez le nombre de pensées qu'on peut avoir, mais qui n'arrivent pas à notre conscience. C'est quand même, déjà, quand on voit toutes les pensées qu'on a qui déblatèrent dans notre esprit, surtout en tant qu'hypersensible, on est toujours en train de penser, de ressasser, d'interpréter, de se poser des questions, etc. Vous imaginez un peu déjà, donc ça c'est ce qu'on a au notre niveau conscient. Donc si on prend tout ce qu'on a au niveau inconscient, c'est incroyable le nombre d'idées, de pensées qu'on peut avoir, quoi. C'est assez fou. Et donc du coup, tout ça, cette composante de la conscience, elle fait appel à nos émotions et à notre concept du moi. Donc ce n'est pas une hiérarchisation, mais une vaste organisation de toutes les composantes qui sont interconnectées entre elles. Donc c'est fou tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, c'est tout à fait incroyable. Donc est-ce que vous imaginez du coup, c'est la question que je peux vous poser, est-ce que vous imaginez qu'il y avait autant d'étapes dans cette zone inconsciente de notre cerveau? Parce que moi j'imaginais pas en fait qu'il y avait autant, je pensais bien qu'il y avait une étape inconsciente, puis la conscience, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de sous-étapes pour en arriver à une pensée, pour en arriver à quelque chose de conscient. On n'imagine pas en fait toutes les composantes de notre organisme. Donc déjà, moi je parlais d'autres fois en naturopathie, parce que j'ai fait des études de naturopathie pour celles qui ne me connaissent pas. Déjà, le fonctionnement du corps humain, c'est tout à fait impressionnant et incroyable. Mais là, on s'adresse juste au cerveau, et c'est juste fabuleux et miraculeux en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et toute cette partie inconsciente, c'est incroyable qu'on n'y ait pas accès. Enfin, on y a accès, mais voilà, on va voir que par la suite qu'on va utiliser du coup l'art-thérapie pour avoir accès à ce côté inconscient. C'est l'art-thérapie qui va nous y aider. Donc tout ça, c'est juste merveilleux, fabuleux et incroyable. Alors quel est le lien du coup entre l'art-thérapie et les neurosciences? Donc comme on a vu, il y a de nombreuses découvertes sur le fonctionnement du cerveau. On parle notamment de la division entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc aujourd'hui, le cerveau, c'est comme un système interconnecté avec les deux hémisphères qui sont sollicités. Donc on va voir que l'hémisphère gauche, ça va correspondre à tout ce qui est de l'ordre de l'explicite, du rationnel, du conscient et du verbal. Donc c'est vraiment, là on est dans quelque chose de concret. Et alors que l'hémisphère droit, lui, quant à lui, va concerner plutôt tout ce qui est en lien avec l'expérientiel, avec l'inconscient, le non-verbal. Donc vraiment tout ce qui est inconscient, tout ce qu'on va faire comme ça sans réfléchir. Et donc tous les traumatismes, tous nos blocages, tout ce qui va être... oui, tous nos blocages, tous nos traumatismes, toutes nos croyances limitantes, des choses comme ça, et ben ça va se situer dans cette région inconsciente du cerveau. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Donc avec la pratique artistique, donc notamment l'art-thérapie, on va solliciter donc les aires visuelles, kinesthésiques, motrices, et ainsi on va tracer un chemin vers les zones inconscientes de notre cerveau. Donc en faisant appel à toute cette ampleur de visuel, de kinesthésique, de motrice, moteur, etc., eh bien on va faire appel à notre inconscient.
Et ça, c'est ça qui est magnifique. Euh, donc, on va faire appel aux zones inconscientes de notre cerveau par l'intermédiaire de l'art-thérapie. Donc, l'art est du coup, on peut considérer que l'art, c'est un moyen de communication non verbal pour pour expérimenter ou exprimer ce qui ne peut pas l'être avec des mots. Donc, au lieu des choses, au lieu de parler, eh ben, on va passer par le dessin, par la création. Donc, ça peut être l'écriture, la peinture, le collage, plein de choses. Après, on peut aller jusqu'à la danse-thérapie, la musicothérapie. On peut aller faire tout ce qui touche à l'art d'une façon générale. Donc, comme vous le savez, moi, je vais me concentrer davantage sur l'écriture, la peinture, le dessin et le collage. C'est vraiment les 4 médiums, moi, qui m'intéressent et qui, pour moi, ont plus dans lequel je retrouve plus en fait le cheminement qui va me permettre d'avoir des réponses et mieux comprendre mon inconscient. Mais ça reste personnel. D'autres personnes vont préférer au contraire la danse, la musique, la céramique, la poterie ou autre, le théâtre, plein d'autres choses. Donc voilà. Donc du coup voilà. Donc l'art est considéré comme un moyen de communication du coup non verbal qui va nous permettre donc d'accéder à tout ce qu'on n'aura pas pu dire avec des mots. Donc l'art engendre une stimulation sensorielle qui va du coup être bénéfique dans de nombreuses pathologies, mais également au développement de l'enfant. Donc on voit bien, bon, moi personnellement je n'ai pas d'enfant, mais on voit bien que bien souvent on fait faire des dessins aux enfants, on va utiliser donc tout ce qui est fait appel aux couleurs, au coloriage, au gribouillage, à la peinture. Donc tout ça, en fait, c'est de l'art-thérapie. Et en fait, enfant, on fait de l'art-thérapie, mais on ne met pas les mots d'art-thérapie dessus. Mais en fait, ce que l'on fait lorsque nous sommes enfants, ça fait partie de l'art-thérapie. Et ça aide donc du coup au développement de l'enfant, parce que c'est grâce à ça qu'il va s'exprimer, qu'il va mettre en forme les choses, qu'il va faire un enfant qui ne sait pas encore parler, il va dessiner les choses. Donc on va voir en fonction des couleurs qu'il utilise, en fonction de la forme des bonhommes, des choses, tout ça, mais on va comprendre quelque part ce qu'il cherche à transmettre. Donc voilà, l'art engendre du coup une stimulation sensorielle qui va être bénéfique donc, à de nombreuses pathologies et notamment au développement de l'enfant. Il a des effets positifs sur notre cerveau. Donc il y a par exemple en effet lorsqu'on contemple une œuvre d'art, ça s'est vu notamment chez les personnes âgées mais pas que, il y a quelque chose qui fait appel au bonheur et à la joie qui rend la personne plus positive et plus joyeuse. Donc il y a des effets bénéfiques notamment pour la maladie d'Alzheimer par la musique ou la contemplation de ces œuvres d'art. Et il y a aussi, donc là, en art-thérapie, on n'a pas cette notion de beau, de bien, de mal. C'est pas vraiment le résultat de la création qui compte, mais bien le cheminement. Mais il y a aussi l'impact du beau qui va être bénéfique sur notre santé et sur notre cerveau. Donc j'en ai parlé la semaine dernière lors de mon live sur l'art-thérapie l'art-thérapie et la psychologie, enfin tout ce qui était psychologie humaniste, et c'était guérir l'esprit par l'art-thérapie. Et donc j'ai parlé de cette approche humaniste. Mais voilà, on va retrouver là encore, par l'intermédiaire des neurosciences, l'approche humaniste qui va jouer un rôle au niveau psychologique. Donc l'approche humaniste, l'approche humaniste ou la psychologie humaniste, elle va amener le patient à prendre ses propres décisions en se basant sur la notion d'autonomie. Donc elle considère qu'il y a en chacun de nous une capacité de création, une dynamique naturelle qui peut l'aider à réaliser son potentiel. Donc une personne a d'une part des besoins physiques tels que l'air, la nourriture, avoir un abri, avoir le sommeil, l'eau, le rapprochement, la connexion aux autres, etc. Et elle a d'autre part des besoins qui vont être émotionnels, comme la quête de sens, la vie privée, la sécurité, le sentiment de communauté ou un statut dans un groupe social. Donc tout ça, donc, il va y avoir d'une part les besoins physiques et d'autre part les besoins émotionnels. Et donc pour parvenir à se réaliser, pour parvenir à réaliser ses besoins, l'homme dispose de ressources intérieures que l'on a vues la semaine dernière. Donc je vais répéter aujourd'hui pour celles qui n'ont pas vu. Et puis bon, on est toujours dans ce contexte de la psychologie humaniste. On va faire appel donc à nos ressources intérieures pour avoir accès donc à ses besoins physiques ou ses besoins émotionnels. Donc ces ressources intérieures, ça va être donc la pleine conscience, la pensée rationnelle, les rêves, les émotions, l'imagination, l'instinct, la capacité d'apprentissage et la mémoire, l'objectivité, le rapprochement et la connexion aux autres,
et la capacité d'empathie. Donc cette approche humaniste, on va voir que donc, du coup, elle encourage chaque individu à se connecter à ses sensations pour se connecter à son processus interne et accéder à ses ressources. Donc on va vraiment, voilà, c'est ce qu'on a vu dans le développement donc, des sens à la pensée. On commence par ces 7 sens. Donc tout vient de ces sensations, de ces ressentis, de vraiment, oui, nos cinq sens, plus ces 2 sens qui mènent à tout ce qui tout ce qui est lié à l'environnement. Et c'est par ces sens-là qu'on va avoir un processus interne qui va nous mener à l'accès à nos ressources intérieures. Et lorsque l'homme bénéficie de l'association de ses besoins physiques et de ses besoins émotionnels, on dit qu'il atteint son plein potentiel. Et comme on l'a vu la semaine dernière également, on arrive à un épanouissement. Si l'homme a atteint son plein potentiel, il est épanoui. Donc c'est ce qu'on va chercher à accéder avec l'art-thérapie, avec les exercices d'art-thérapie qui vont nous permettre d'accéder à notre inconscient, à nos ressources intérieures et donc à un mieux-être, à un épanouissement. Donc l'objectif, c'est d'aider la personne à élargir sa perception des choses et sa communication avec autrui grâce à des techniques de développement, donc notamment l'art-thérapie. Donc c'est là qu'intervient l'art-thérapie justement. On va donc se concentrer sur la vision humaniste et positive. On ne va pas chercher à voir la personne comme une personne qui va être à plaindre ou qui a des problèmes ou qui a des problèmes ou des choses comme ça, qui a des traumatismes spécialement, mais on va chercher à faire en sorte que cette personne puisse évoluer, à dépasser ses blocages, à mobiliser ses ressources intérieures. Donc c'est en cela que l'art-thérapie intervient. On va chercher à évoluer, à dépasser tous ces blocages et à mobiliser nos ressources intérieures pour aller de mieux en mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'art-thérapie et les neurosciences. Donc bien sûr c'était global et général, hein. Je ne suis pas une scientifique, une psychologue ou autre, hein. Je n'ai pas fait ces études-là, mais en tout cas c'était important, il me semble, de voir un peu comment ce cheminement, comment notre cerveau cheminait et pour voir à quel point on avait une zone d'inconscience à aller chercher en nous. Et à révéler et à mettre en fait sur le devant de la scène grâce à cette art-thérapie qui va être vraiment bénéfique et nous mener à nos ressources et à un mieux-être, un épanouissement. Bien sûr, comme on l'a vu la semaine dernière avec la guérir par l'art-thérapie, on ne va pas chercher à guérir puisque on n'est pas malade, mais on va aller en tout cas vers un mieux-être. Enfin, le but recherché, c'est d'aller vers un mieux-être, vers un épanouissement qui va faire en sorte qu'on va mieux vivre en ce qui me concerne moi avec vous, notre hypersensibilité, parce qu'on va chercher à exprimer nos émotions, ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui peut être peut-être inconscient ou faire appel à des choses qui sont refoulées, des non-dits. Des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à exprimer par voie verbale, mais qu'on va peut-être, par l'intermédiaire de ces exercices d'art-thérapie, réussir à déposer sur papier, que ce soit par le biais de l'écriture, que ce soit par le biais du collage, de la peinture, du dessin, donc les 4 médiums que moi je vous propose en tout cas. Donc on va faire appel à cette inconscience, et je vous le répète tout le temps lors de mes lives, oui je répète toujours la même chose, mais c'est pour ça qu'il me semblait important de passer par cette étape des neurosciences, de fonctionnement du cerveau, pour vous amener, on va partir de ces sens, de nos ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent face à une couleur? Qu'est-ce qu'on ressent face à tel geste, telle association association de couleurs, association de gestes différents, la façon dont on va mobiliser notre corps pour réaliser cette expression créative. On peut très bien imaginer que l'on va dessiner debout en dansant. On peut imaginer qu'on va moi je vois par exemple, je ne vais pas réaliser les mêmes types de créations ou d'expressions graphiques, j'aime plutôt les dire comme ça, parce que je ne me considère pas du tout comme une artiste, et c'est pas le but de l'art-thérapie, hein. Donc comme je l'ai dit dans d'autres lives, c'est pas une question d'avoir quelque chose de beau, de graphique ou autre. L'important c'est vraiment ce cheminement, ce processus de création. Donc on va pas chercher à faire quelque chose de beau et d'agréable à regarder. Si on y arrive, ce n'est que du mieux, et ça sera thérapeutique aussi, parce que comme on l'a vu, la notion de beau va nous rendre épanouis également. Mais vraiment, on va aller chercher, grâce à ces gestes, à avoir des réponses. Et notamment, je vous ai partagé
une expression graphique cette semaine où on voit que selon notre regard, selon ce que pour une même œuvre, d'avoir 3 angles de vue différents va laisser un message différent, une interprétation différente de notre inconscient. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est je ne vais pas dessiner les mêmes choses ou avoir la même expression graphique si je suis assise ou debout. J'ai le sentiment, en tout cas moi lorsque je crée, que je ne vais pas faire appel aux mêmes zones peut-être de mon cerveau, ou en tout cas je ne vais pas avoir cette liberté d'expression de la même façon. Je ne vais pas exprimer les mêmes choses en étant assis, debout, ou avec de la peinture, des crayons, des feutres. Et c'est pour ça que moi j'aime bien mixer. Je ne vais pas vous dire n'utilisez que des crayons, ou utiliser que des feutres, ou utiliser que de la peinture, ou que de l'écriture. Moi j'aime bien faire un mix parce que selon les jours, selon les humeurs, eh bien, parfois, je vais être plus amenée à aller vers la peinture, parfois, je vais être plus amenée à être dans l'écriture, d'autres fois, je vais faire un mix de l'écriture et de feutre, de craie, de tout ce qui va me venir, en fait. Moi, bien souvent, j'étale tout sur ma table parce qu'à l'avance, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Donc vraiment, je vous invite à ça, vraiment faire appel à votre inconscient, et c'est ce que aussi je vais vous inciter à faire donc dans la méthode crémotive que je propose, vraiment d'utiliser toutes ces ressources, l'écriture, le dessin, la peinture, le collage, par des exercices d'art-thérapie qui vont vous permettre du coup d'avoir déjà une façon d'utiliser ces exercices dans votre quotidien pour mieux gérer votre hypersensibilité, pour faire en sorte voilà, d'exprimer toutes ces choses que vous avez à l'intérieur de vous d'une façon simple, par des exercices simples qui vont être courts ou plus ou moins longs en fonction de chacun, de chacune, en fonction de jusqu'où on arrive à aller ou pas. Alors il ne s'agit pas d'y passer des heures et de s'acharner à avoir une réponse, des fois ça ne vient pas, ou comme je le disais d'autres fois, des fois on crée quelque chose et puis sur l'instant on ne comprend pas ce qu'on a représenté, on ne comprend pas quel est le message ou ce que notre inconscient a à nous dire, mais parfois on le comprend quelques jours après, ou c'est quelqu'un d'autre qui nous dit «Ah, tiens, je vois ça dans ton dessin», et là ça fait écho en nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait c'est vraiment un échange entre du coup après la réalisation et nous, nos ressentis, nos émotions. Mais en tout cas déjà on aura fait ressortir de nous quelque chose qui n'était pas amené au conscient jusqu'alors. Donc c'est vraiment ce que je cherche à vous partager au travers de cette méthode crémative, avec des exercices donc d'art-thérapie que vous ferez vous-même en ligne, mais également des séances en groupe dans lesquelles on va pouvoir échanger, éventuellement refaire les exercices si nécessaire, faire peut-être des nouveaux exercices aussi qui ne seront pas dans la formation en ligne. Mais voilà, on va pouvoir échanger, partager et communiquer tous ensemble, tout ensemble, parce que je cherche à parler plus aux femmes, parce que je pense que c'est plus facile entre nous de faire appel à ces choses-là. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas pour l'instant, je m'adresse aux femmes. Et voilà. Mais donc si cela vous parle, si ça vous plaît, en tout cas ce que je vous ai partagé aujourd'hui sur les neurosciences ou autres, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur les prochains lives. Donc le prochain, je ne sais plus lequel sera le sujet. Alors ce sera sur l'art et la créativité. Voilà, on va voir un peu les deux approches majoritaires en art-thérapie, les débuts de l'art-thérapie et un nouveau langage. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez surtout pas, soit là tout de suite en live, c'est le moment d'échanger, de partager sur ce sujet-là, ou en mettant hashtag replay si vous regardez en replay, de ne pas hésiter à commenter, à partager vos ressentis, votre avis. Voilà, c'est vraiment ce groupe est un espace d'échange, de partage, de partage de pensées, d'échange. Donc n'hésitez pas à partager et communiquer ce que vous pensez, en tout cas de ce live ou de ce que je peux en dire. Donc vous êtes bien entendu les bienvenus dans vos commentaires, dans vos partages, et je serai heureuse de pouvoir poursuivre avec vous par la suite en replay, ou là maintenant si vous souhaitez partager, n'hésitez surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Je vais peut-être vous laisser une minute afin que vous puissiez partager si vous en avez envie. Je ne sais pas si Mireille est toujours là. Je vois qu'il y a deux personnes de connectées, donc n'hésitez pas à partager, à faire un petit coucou et puis me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé. Et voilà. Voilà.
Donc, ah, Mireille, vous êtes toujours là. Bah, merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, merci, c'est vraiment très instructif. Très bonne journée. Merci à vous, Mireille, et je suis heureuse que cela vous ait plu et vous ait instruite. Donc, ça restait bien sûr global et général, hein. Comme je dis, je ne peux pas rentrer dans des détails plus que ça non plus. Je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, c'est vrai qu'il me semblait que c'était intéressant de revoir ce processus de la pensée, enfin des sens à la pensée, processus de notre cerveau. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes celles qui me suivront par la suite. Et merci de faire partie de ce groupe. Une bonne journée.